Je m'appelle Frédéric Lemieux, je travaille en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux et j'aurai le plaisir d'animer le Midi Conférence d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie premièrement de prendre du temps sur votre heure de midi pour participer à cette formation qui, selon moi, sera vraiment intéressante. Donc, avant de débuter la conférence, je voulais juste vous rappeler quelques petites consignes pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, premièrement, étant donné qu'on va être beaucoup, on vous invite à garder les micros et les caméras fermés durant la présentation. La présentation, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, sera enregistrée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de l'IUPL3S. Alors, dans quelques jours, vous allez recevoir un courriel avec le lien vers l'enregistrement, le PowerPoint de Mme Bogossian. Et à la fin de la présentation, on a prévu un 15, 20, 25 minutes d'échange et de questions. Vous pouvez garder vos questions lors de la présentation, les écrire dans le chat pour être sûr de vous en souvenir et on va y revenir à la fin de la présentation. Donc, maintenant, je pense que c'est le moment tant attendu. Je vais vous présenter la conférencière. Il s'agit de Mme Aline Bogossian. Mme Bogossian est professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université de Montréal depuis 2018. Elle est travailleuse sociale de formation. Elle a travaillé à l'hôpital de Montréal pour enfants au département des urgences de 2009 à 2017, ce qui est quand même beaucoup d'années. Ses recherches portent sur les enjeux éthiques et sociaux touchant les enfants et les adolescents vivant avec des maladies chroniques ou des troubles de développement, leurs proches et les professionnels de la santé et de services sociaux. Donc, avant de débuter la formation, je voulais laisser à Mme Véronique Barrette, qui est une agente de planification et de programmation en recherche à la santé publique, un petit 2 minutes pour faire une petite mise en contexte de cette formation. Donc, la parole est à vous, Mme Barrette. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Donc, bonjour. En fait, moi, effectivement, là, je suis agente de planification, programmation et de recherche pour la santé publique de l'Estrie. J'ai comme mandat le rôle de répondante régionale pour les services intégrés en périnatalité et petite enfance. Donc, juste pour vous mettre en contexte, dans le fond, à ce qui nous a amenés là, vers les midi-conférences, dont celui avec Mme Bogossian. En fait, c'est suite là, à on a été chercher là, auprès des intervenants CIP des sujets là, qui aimeraient qu'ils soient abordés dans un contexte de formation continue. On a fait ressortir là, les priorités là, suite à cette recherche-là avec eux. Et par la suite, on a communiqué là, avec l'Institut pour voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place là, pour répondre à ce besoin-là. Et de là, les midi-conférences ont vu le jour. Donc, différents thèmes, dont celui de l'implication des pères auprès des enfants, a été monté par Mme Bogossian. Donc, très contente de vous savoir parmi nous pour ces midi-conférences-là. On a ouvert les midi-conférences aussi à tous et non pas pour simplement le programme CIP, mais pour que tout le monde puisse en bénéficier également. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle conférence et merci à Mme Lemieux et à Mme Bogossian là, de leur disponibilité et de leur collaboration. Je vous laisse la parole, Mme Bogossian. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. OK. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier, Mme Lemieux, Mme Barrette, pour cette invitation qui m'a permis aussi de retourner dans mes recherches, dans mes expériences cliniques et mes recherches doctorales aussi sur l'implication des pères. Merci beaucoup à tous tous les participants aussi et je suis vraiment ravie d'être là avec vous pour parler un petit peu, pour vous présenter un petit peu de recherche des revues de la littérature, si vous voulez, sur l'implication des pères et des recherches que j'ai menées aussi avec les pères pour comprendre ce qu'ils ont à dire sur la parentalité et aussi sur leur engagement avec leurs enfants, mais aussi leur engagement avec les intervenants qui travaillent avec eux et leurs familles. Plusieurs des soucis que j'avais ou mon intérêt sur les questions des pères, ça venait vraiment
de mes expériences cliniques, avant d'entamer même ma formation en travail social, je travaillais à l'accueil centralisé de l'hôpital de Montréal pour enfants dans le programme de développement de l'enfant. Et j'avais plusieurs expériences où j'appelais les familles et je demandais pour faire un dépistage des demandes qu'on recevait dans le programme d'évaluation de développement de l'enfant. J'appelais les familles pour faire les dépistages. Puis souvent, quand j'avais les pères au téléphone, j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas confortables à répondre à mes questions. Souvent, ils me demandaient de rappeler pour que je puisse parler avec la maman de la famille. Plus tard, quand je travaillais à l'hôpital toujours à l'hôpital, mais comme travailleur social dans les urgences, cette même questionnement m'ont revenu aussi lorsque on travaillait avec les familles, mais qu'on portait beaucoup plus attention aux mères et aux enfants. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe dans ces relations entre nous, les professionnels, et les familles, et comment que ça se fait que même moi, je me sentais toujours pas bien équipée pour travailler avec les pairs. Ce qui m'a permis aussi dans mes travaux de maîtrise et au doctorat en travail social, d'examiner un petit peu les questions sur l'engagement, de mieux comprendre l'engagement des pères auprès de leurs enfants, de regarder un petit peu la littérature pour comprendre le concept et aussi pour développer un projet de recherche où j'allais parler avec les pères sur leurs expériences de parentalité. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui, je vais commencer par mettre un petit peu une base conceptuelle sur ce concept de l'engagement des pairs, ce que c'est ce concept et comment il peut nous servir aussi dans nos interventions. Une fois défini, nous regarderons ensemble les facteurs qui peuvent influencer l'engagement des pairs et plus tard, ce que les pairs ont à dire sur leur expérience de la parentalité et aussi les facteurs qui peuvent influencer leur engagement auprès des services ou plutôt des stratégies que les pairs ont soulevées dans les recherches qu'on a fait sur ce qui est mieux pour eux ou ce qu'ils trouvent mieux dans les interventions. Donc, comme objectif, on avait dit aussi quand on a annoncé cette présentation, on va comprendre les facilitateurs et les obstacles qui peuvent influencer l'engagement du père. On va aussi réfléchir ensemble sur comment interpeller le père et aussi regarder quelles sont les attentes des pères auprès de nous, les travailleurs sociaux. Dans la littérature, les contributions des pères au développement et au bien-être de leurs enfants sont largement méconnues. Il y a beaucoup de littérature sur la parentalité, mais quand on regarde les échantillons dans les recherches, la plupart des échantillons, excusez-moi, quand on fait les recherches auprès des familles sur la parentalité, souvent on parle aux mères, avec les mères. Souvent, cette invisibilité des pères est aussi présente dans les milieux qui offrent des services aux familles. Et cette invisibilité, je pense, avec le temps, j'ai compris, peut masquer aussi leur contribution. Ils nous laissent à nous l'impression qu'ils ne s'intéressent pas aux besoins de développement de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas là dans les milieux où on sert les familles, dans lesquels on travaille avec les familles. Cette invisibilité des pères aussi peut également renforcer l'idée qu'ils n'ont pas de besoin d'information et qu'ils n'ont pas de besoin de soutien. Et je vous rappelle que mes recherches, quand je vais parler de mes recherches doctorales, c'était avec les parents, les pères des enfants ayant des troubles, vivant avec des troubles du développement, parfois très, très complexes. Et quand on ne voit pas ces pères-là dans nos cliniques, on pense qu'ils n'ont pas de besoin. Et quand on leur parle dans le contexte de l'intervention ou dans le contexte de recherche, on trouve que, mais bien sûr, ils ont plusieurs besoins et beaucoup de besoins de soutien aussi.
Donc, par conséquent, de cette invisibilité, l'éducation et l'information sur le besoin de l'enfant peut être fournie à la personne qu'on voit dans les cliniques, et plus souvent, ça, c'est la mère. Et ce qui fait aussi, c'est que ça relègue le rôle du soutien de toute la transmission d'informations sur la mère. Donc, ça alourdit aussi le travail des mères. Cette image de cette père invisible, je pense, ne correspond pas au rôle changeant et varié qui occupent les pères activement dans le vide avec les enfants. Donc, le fait qu'on ne les voit pas parfois dans les milieux ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés et qu'ils ne sont pas présents et engagés aussi avec leurs enfants. Mais de la manière que moi j'ai vécu, et peut-être vous aussi, et on pourra en parler, je trouve que les services qu'on offre souvent aux familles sont vraiment axés sur la mère et l'enfant, et il y a de l'espace pour des transformations. La pratique d'inclure les pères est une façon de travailler avec des familles qui respectent aussi la diversité des différentes configurations familiales et respectent aussi les besoins et les dynamiques des diverses familles. Donc, une réflexion sur l'inclusion des pères dans nos services ou comment on peut faire pour inclure les pères dans nos services. Et si ce n'est pas possible tout le temps, mais au moment important, ça démontre aussi un respect envers les familles. Elle soutient aussi que les rôles complémentaires ont les mères et les pères et comment ils travaillent ensemble et ils s'engagent ensemble. Quand on pense à ce concept de l'engagement positif du père, les recherches, il y a beaucoup de débats dans la recherche sur l'importance des pères dans la vie des enfants. Est-ce que ça fait une différence dans la vie de l'enfant qu'un père soit impliqué ou non? Est-ce que l'implication d'un père est différente ou pareille de l'implication avec un enfant de la mère? Il y a beaucoup de débats dans la littérature, mais avec les années qui passent, on trouve que dans la littérature, qu'un engagement positif d'un père auprès de son parent est vraiment essentiel. Bien qu'il est important pour les pères d'avoir le temps avec leurs enfants, la plus grande facteur d'influence aussi sur l'enfant, et c'est la qualité de la relation entre le père et son enfant. Donc, pas nécessairement la quantité, mais la qualité avec laquelle cette relation est bâtie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un père qui est engagé positivement? C'est un père qui voit son rôle comme étant un coparent plus qu'un simple aidant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait du babysitting, mais c'est quelqu'un qui est coparent, qui est complètement investi dans l'éducation de l'enfant. C'est une personne qui a des relations chaleureuses avec son enfant, qui ajuste son engagement pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, il prend le temps pour comprendre l'enfant et il s'engage dans diverses formes de responsabilité parentale, y compris de jouer avec son enfant, mais aussi être là dans la discipline, dans l'éducation de l'enfant. Dans ce concept-là de l'engagement positif des pères, des papas, on a trois aspects qu'on peut soulever. Il y a l'engagement direct, donc qu'est-ce que le père fait seul à seul avec son enfant? Les activités comme soit on change des couches, ou on donne le bain, ou on prépare, on nourrit un nourrisson, on l'amène chez le médecin. Et il y a un deuxième aspect, en plus de l'engagement direct et seul à seul à l'enfant, c'est l'accessibilité, l'engagement direct ou indirect et la disponibilité du père à l'enfant. Donc, quand l'enfant a besoin de son père, que le père est disponible. Il peut prendre un congé quand l'enfant est malade. Il peut préparer la nourriture pour l'enfant. Il est disponible pour répondre à des questions. Et le troisième aspect d'un engagement positif, selon la littérature et ce concept,
c'est la responsabilité et donc l'attitude et l'engagement qu'a le père envers son enfant, son volonté et son désir d'être engagé, de prendre les initiatives pour ce qu'il doit faire avec l'enfant et aussi avec la famille, et son engagement aussi, bien sûr, avec la famille. Tout ceci a des avantages pour les enfants, pour les mères et pour les pères eux-mêmes. Donc, pour les enfants, il y a des avantages cognitifs. Euh, on voit dans la littérature que les nourrissons des pères dont les interactions sont calmes, sensibles, moins anxieux, ces nourrissons-là ont un meilleur développement mental. On voit que l'engagement positif du père pendant la petite enfance a des résultats positifs et à long terme au fur et à mesure que l'enfant grandisse. Donc, au niveau cognitif, l'avantage d'avoir un père qui est engagé et de manière positive, on peut soutenir le développement cognitif de l'enfant. On peut soutenir aussi toutes les sphères émotionnelles de la vie de l'enfant. On voit dans la littérature qu'il y a une réduction de dépression chez les préadolescents quand ils ont, pour les adolescents qui ont des pères qui sont vraiment engagés avec leurs enfants. On voit aussi, et peut-être ça touche pas vraiment les services en petite enfance, mais plus tard, la réduction de consommation des substances et aussi l'amélioration ou une meilleure indépendance de ces enfants. Donc, au niveau émotionnel, ils sont plus sécures. Au niveau social aussi, on voit dans la littérature que la qualité de la relation entre le père et l'enfant semble être un facteur pour avoir un effet de réduction sur des comportements difficiles, même plus tard dans la vie. Et ça aussi améliore les relations familiales. Donc, avoir un père qui est engagé auprès de ses enfants peut avoir un aspect positif aussi au niveau de les relations familiales. Et pour les enfants, encore, on a ces avantages cognitifs, émotionnels, sociaux et physiques. Mais il y a aussi les avantages de l'engagement des pères par rapport aux mères aussi. Dans les années même prénatales, la littérature nous démontre qu'il y a une augmentation de nombre et de fréquence de visites prénatales quand les pères sont impliqués. Il y a une réduction de la probabilité de dépression maternelle. Il y a une influence positive sur le bien-être des mères quand les pères sont engagés de manière positive. Et bien sûr, il y a aussi des avantages pour les pères parce que en étant engagés avec l'enfant et bien sûr la famille, ça élargit leurs réseaux sociaux, ça élargit leur communauté et ça élargit le réseau où ils peuvent aussi recevoir du soutien. Et ça donne aussi pour les pères un sentiment du sens et un but dans leur vie, d'être une personne qui est davantage engagée de manière positive avec ses enfants. Mais pour comprendre un petit peu comment les pères influencent l'enfant, comment on arrive à avoir, par la voie de ce que fait un père dans son engagement affectif, donc dans les aspects relationnels avec son enfant, dans les aspects cognitifs, donc dans ses croyances, dans ses sentiments à l'égard de lui-même comme père, dans les aspects aussi comportementaux de l'engagement, donc toutes les actions qu'il peut faire. C'est un peu compliqué de comprendre comment on va comprendre comment l'engagement du père par un processus de différentes influences, soit de soutien direct ou indirect qu'il donne à son enfant, quels effets ça va avoir sur les enfants. Donc, la littérature, on peut voir des différents modèles, mais on voit aussi à l'intérieur de ces modèles qu'il y a beaucoup de différents facteurs qui peuvent mener à accroître ou à baisser un petit peu l'effet positif sur
l'engagement paternel sur les enfants. Ces facteurs il y a des facteurs où on peut comprendre et sur lesquels on peut agir, et il y en a d'autres qui peut avoir la nécessité d'avoir des actions un peu plus larges au niveau sociétal. Donc, il y a des facteurs distaux qui impactent les pères et les personnes qui sont les pères, comme les facteurs socio-démographiques, les facteurs culturels ou même contextuels dans lesquels ils vivent, qui peuvent avoir un impact sur la manière qu'ils puissent donner un soutien et une expérience positive à ces enfants. Il y a aussi des facteurs qui sont à l'intérieur de la famille elle-même, les caractéristiques du père, de la mère, de l'enfant et aussi même de la famille, qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur comment l'engagement du père va avoir un impact positif vers l'enfant. J'espère que cette slide n'était pas trop compliquée. Tout ça pour amener à nos questionnements, comment on peut comprendre les pères, comment on peut les inviter à participer à nos services, qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi est-ce qu'on doit réfléchir. Donc, dans les prochaines slides, je vais vous présenter les résultats de quelques initiatives de recherche dans lesquelles, d'une part, j'ai parlé avec les pères de la façon dont ils vivent la relation avec leur enfant pour mettre en lumière un petit peu les sphères émotionnelles qui vivent les pères auxquelles on n'a souvent pas accès, même dans nos interventions avec les familles. Je vais aussi discuter avec vous d'une deuxième recherche où on a demandé aux pères et aux professionnels de la santé et de services sociaux quelles étaient les meilleures façons d'inviter les pères à participer au service, quelles étaient les barrières, les obstacles à leur participation. Donc, je vais essayer de vous présenter les résultats de ces deux recherches. Et je prendrai vos questions après. Donc, on voit dans la littérature, juste pour débuter, que la participation des pères dans les programmes qui sont ciblés pour les familles, ça renforce leurs compétences des pères et leur connaissance parentale. Ça donne aux pères une plus grande confiance en soi, en eux-mêmes. Dans la littérature, on voit qu'ils reportent une satisfaction, un sentiment d'efficacité dans l'exercice du rôle parental et aussi une diminution du stress parental. Donc, quand les pères peuvent participer dans les programmes familiaux, il y a des bénéfices et des avantages de leur participation. Il y a aussi des avantages pour l'enfant au niveau comportemental parce qu'il y a peut-être une meilleure connaissance, une meilleure connaissance sur quoi faire, peut-être avec l'enfant, et ça apporte aussi un meilleur fonctionnement pour la famille. Donc, tout ce qui m'amène à penser à comment on peut fournir des informations et des conseils sur la parentalité aux pères. Et pour leur aider à arriver à ces sentiments de compétence, de plus grande confiance en eux-mêmes comme pères. Il y a quand même des influences, des facteurs qui peuvent influencer la participation des pères dans ces programmes-là, et on voit ça dans la littérature. Il y a des facteurs dans la littérature, on voit que parfois les pères ne participent pas dans les programmes familiaux parce que, à cause des facteurs individuels, parce que dans certains écrits, on voit les hommes ont une préférence pour l'autonomie, l'indépendance, et ils se voient mal dans des programmes de ce type. Dans d'autres écrits, on voit que les hommes, parfois, ils minimisent des problèmes ou ils comprennent mal des problèmes ou des situations familiales dans les situations de l'enfant. Et peut-être c'est pour ça qu'ils ont moins tendance à participer au programme. D'autres écrits nous disent aussi que parfois,
la difficulté de la parentalité, ça rend une espèce de désespoir et peut-être que ça aussi peut influencer la participation. Il y a d'autres facteurs qui sont hors de la personne aussi qui peuvent influencer la participation des pères, incluant les heures de travail, leur statut socio-économique et s'ils ont même accès à avoir du temps pour laisser leur travail. Et aussi le niveau d'éducation des pères peut avoir un impact sur la manière qu'ils peuvent participer dans les services. Il y a aussi des facteurs familiaux comme les comportements difficiles de l'enfant qui peuvent amener à parfois éloigner les pères et aussi des facteurs de stress économique. Et dans tous les facteurs qui influencent la participation des pères, on voit aussi dans la littérature les connaissances et les croyances des intervenants et des intervenantes en ce qui concerne l'engagement paternel. Donc, ça revient au début de la présentation où on réfléchit sur mais comment on peut comprendre l'absence de ces personnes, des pères dans nos services. Je peux dire que même si les pères ne sont pas présents dans nos services, quand j'ai parlé avec les pères dans mes recherches doctorales, ce qui a été évoqué, c'est que l'expérience d'être père d'un enfant qui a des difficultés de développement ou qui a des difficultés est une expérience qui est fortement implique beaucoup d'émotions qui sont difficiles. Et pour ces pères-là, avec lesquels j'ai parlé, il y avait un sentiment que ces émotions qui étaient difficiles, ils n'avaient pas vraiment un espace où il était permis de les exprimer. Donc ça, je prends ça vraiment à cœur parce que je dis, même moi, comme travailleur social, il était parfois difficile de gérer, par exemple, des difficultés qui vivait une mère dans une situation et de penser à l'autre personne qui était dans la salle avec nous, qui ne parlait pas, qui était plutôt silencieux, de penser que lui aussi, il vivait quelque chose d'extraordinaire. Donc, je comprends aussi la complexité de quand on n'entend pas, on met notre attention à ce qu'on entend et ce qu'on voit. Mais toutes les pères de l'étude avec lesquelles j'ai parlé ont décrit avoir caché leur douleur émotionnelle à leurs conjoints et aux autres membres de la famille en utilisant différentes stratégies pour étouffer leur douleur, mais ils ont décrit des émotions plutôt douloureuses ou difficiles, ainsi que des émotions beaucoup de joie, beaucoup de fierté dans la relation avec leurs enfants. Donc, il y a beaucoup qui se passe pour les pères et leur engagement avec leurs enfants, j'imagine, est quelque chose sur lequel on doit aussi faire attention. Les pères avec qui j'ai parlé, et vous allez voir un peu plus tout à l'heure aussi, premièrement, ils m'avaient raconté qu'ils n'avaient pas beaucoup parlé de leurs expériences avec d'autres. Souvent, on ne leur demandait même pas sur leurs expériences de la parentalité, comment ça allait pour eux, comment ça allait avec l'enfant, comment ils géraient tout ce qui se passait dans la famille. Les pères aussi, dans nos discussions, ont également dit qu'ils sentaient vraiment mieux lorsqu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire avec leurs enfants. Lorsqu'ils recevaient des explications et des instructions, cela avait un impact direct sur la façon dont ils façonnaient aussi leur rôle dans la famille. Donc, on a une opportunité comme intervenante aussi d'aider aux pères de trouver et de façonner aussi leur rôle dans la famille. En leur donnant des informations sur ce qui se passe, par exemple, quand on travaille avec un enfant.
Ces entretiens avec ces pairs m'ont vraiment fait réfléchir à la manière dont nous pouvons ouvrir des espaces pour permettre aux pairs de parler de leurs expériences parentales, de poser des questions, de prendre le temps de bien leur connaître. Et en prenant le temps de bien les connaître, on revient aussi aux facteurs individuels, facteurs contextuels. On va être mieux placé pour contextualiser leur présence et leur absence dans nos services. Quand on a demandé aux pairs ce qu'ils apprécient des professionnels avec qui ils travaillaient, quelles sont les opportunités aussi pour nous, pour mieux rejoindre les pairs, ils nous ont dit qu'ils appréciaient les professionnels qui fournissaient des explications lors de leurs interactions avec eux, qui prenaient leur temps lors des interactions pour ne pas précipiter les rendez-vous, de prendre le temps avec les deux parents. Ils appréciaient aussi l'utilisation d'une approche centrée sur la famille où les besoins de tous les membres de la famille étaient entendus et pris en compte et où les deux parents étaient traités sur un pied d'égalité. Ils rapportaient aussi qu'ils appréciaient qu'on leur rapporte aussi les aspects positifs sur leur enfant. Donc, il y a beaucoup en lien avec la fierté aussi. Donc, ils aimaient bien entendre les aspects positifs dans les interventions avec les enfants. Et ils appréciaient les professionnels qui s'engageaient délibérément avec eux. Ce qu'ils aimaient aussi, c'est dans les interventions que les professionnels leur apportent des exemples de la vie quotidienne pour vraiment concrétiser les instructions qu'on peut leur donner. L'utilisation des supports visuels aussi dans les interactions avec eux était bien, particulièrement, et encore on revient aux différents aspects contextuels, les facteurs contextuels. Ça peut être intéressant pour les pairs avec des éducations différentes aussi, de niveaux différents, d'avoir d'autres types de supports pour aider à comprendre peut-être parfois les concepts plus complexes sur lesquels on travaille. L'utilisation de l'humeur a vraiment ressorti. Donc, il y a quand même un goût d'avoir une certaine légèreté. Et aussi les intervenants qui mettaient l'accent sur l'aide que peut apporter le père en faisant des suggestions vraiment concrètes et claires et des explications pour pourquoi ces recommandations sont faites, pourquoi ces recommandations sont utiles dans le travail qui est fait avec l'enfant. Donc, on voit ici encore dans les récits des pairs que la quantité, bien sûr, et aussi la qualité de la communication entre les professionnels était vraiment un prédicteur qui aidait aussi aux pairs à gérer le stress en lien avec les expériences qu'ils avaient avec leur enfant. Et donc, il y a une importance quand même dans la manière de communiquer, la manière de bâtir des relations de confiance et aussi la quantité de nos communications avec vous pour assurer au père une meilleure compréhension sur ce qui se passe pour son enfant. Les pères aussi nous ont donné certaines stratégies que je vais partager avec vous. Je vais juste regarder l'heure. Je pense que ça va. Au niveau des stratégies de communication, les pères nous demandent de leur inclure dans les conversations, leur accorder une attention directe dans les interactions et de prendre le temps, et ça c'est un peu répétitif, de prendre le temps. Donc, essayer de les donner une attention directe. Aussi, dans les stratégies qui ont soulevé, ça serait d'adapter nos stratégies de communication au niveau de différents niveaux aussi de compréhension qu'ils peuvent avoir, au niveau aussi
des cultures, des valeurs et aussi peut-être même les intérêts des pères que les pères peuvent avoir. L'accent positif sur les forces de la famille, sur les forces de l'enfance est une stratégie qu'ils apprécient. Le caractère de notre pratique ou le caractère de nos interventions, et c'est un peu répétitif aussi sur ce qu'on a vu aussi, rendre nos conversations plus pratiques, indiquer comment ils peuvent aider, ils peuvent aussi aider leurs enfants et plus éducatif pour eux. Les pères appréciaient aussi une écoute active des intervenants. Donc, les intervenants qui les écoutaient, mais aussi qui faisaient des observations et aussi qui demandaient aux pères leurs observations sur ce qui se passait pour leur enfant. Dans les discussions sur comment mieux impliquer les pères dans les sessions, dans les interventions, une des stratégies qui ont soulevé les pères avec lesquels on a parlé, c'est de peut-être, s'il y avait des enjeux de disponibilité, de façonner les interventions ou de façonner l'inclusion des pères sur des séances importantes, donc sur les séances d'évaluation, par exemple, ou des séances de dépistage. Et suivre, et les pères appréciaient aussi avoir les suivis lorsqu'ils étaient absents pendant les sessions. Donc, ne pas demander aux mères, par exemple, de faire les suivis, mais de prendre le temps de faire le suivi directement avec les pères. Ces 4 recommandations, ça englobe un petit peu les différentes recommandations que nous avons reçues parmi différents projets de recherche qu'on a fait avec des pères et aussi avec des groupes de parents sur comment on peut mieux impliquer, comment on peut faciliter l'implication des pères dans les services. Une première recommandation, et ces 4 recommandations, ça sort d'une recherche qu'on a fait avec un groupe de 100 parents où on a fait un exercice de consensus avec ces parents-là sur l'implication, comment on peut améliorer l'implication des pères dans nos services et qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant pour faciliter cette implication. La recommandation la plus forte qui a été émise par cette groupe de parents, c'était d'intégrer les pères et accroître leur visibilité. Ce qu'il voulait dire, c'est d'intégrer les pères dans les images qu'on peut avoir dans nos milieux, sur nos sites web, par exemple, que les pères aient une représentation, qui sont représentés sur les images qu'on utilise, mais aussi lorsqu'on travaille avec les familles, par exemple dans les familles dans lesquelles un seul parent se rend à un rendez-vous, ils nous disent que les intervenants ne doivent pas supposer que le parent qui est présent parle au nom des 2 parents. Donc, l'intégration des pères inclut aussi l'importance de revenir et faire un suivi avec celui qui n'est pas présent dans les services. Lorsque les 2 sont présents dans les services, demander individuellement aux 2 personnes qu'est-ce qu'ils ont remarqué, quelles inquiétudes qu'ils peuvent avoir aussi au sujet de leur enfant et aussi au sujet des besoins qu'eux, ils peuvent avoir en matière de soutien. La deuxième recommandation qui a sorti cette groupe de parents, c'était d'envisager la flexibilité dans la prestation de services. Donc, serait-il possible, mais avec la pandémie, le COVID, on voit de plus en plus l'utilisation des technologies pour rejoindre les familles, mais d'envisager d'autres flexibilités où on peut avoir la personne qui ne peut pas se présenter à un rendez-vous, à une intervention, qu'il puisse peut-être être présent soit sur vidéo ou avoir, par exemple, de temps en temps des horaires flexibles qui peuvent prendre en compte les
disponibilité des pères. Ça s'est revenu encore avec ce groupe de 100 personnes-là, comme dans les autres recherches antérieures, l'importance de mettre l'accent sur la famille, sur l'identité de la famille et sur la force des membres de la famille. Ça, c'est un enjeu important pour l'engagement des pères. Donc, qui est cette famille? Est-ce que c'est une famille sportive? Est-ce que c'est une famille artistique? Comment on peut comprendre ces personnes et mettre l'accent sur le groupe? Et finalement, pour les pères dans nos services dont on a un souci qu'ils ont besoin d'un soutien supplémentaire, peut-être offrir des espaces de soutien entre pairs, qui était une dernière recommandation sur comment on peut aussi accroître l'implication des pairs, mais aussi leur faire sentir qu'ils font partie de quelque chose qui touche leur famille.